vous avez surtout vu, enfin, je crois au début, donc la grande qualité historiographique et psychologique du texte d'Yelena, en écoutant quelques extraits. Donc l'exactitude, la minutie des détails et les réflexions, c'est bon, il y a bien d'autres passages, notamment sur la réflexion, est-ce qu'il faut jeûner, il ne faut pas, quand les fêtes de Rosh Hashanah, enfin, c'est à peu près un tiers du texte est consacré sur la vie dans les camps d'Ianovska. Ce qui est normal, c'est la mémoire vive, c'est la mémoire qu'elle venait de vivre. Et ce que vous avez sans doute vu et compris maintenant plus, c'est donc l'histoire de ce témoignage et comment il a été donc, devenu connu dans les 5-6 dernières années, qui est vraiment comme un effet plus que de bulle de neige. Enfin, on tire un fil et tout ce qui sort de cela. Et c'est ça ce qui est très important, c'est en sachant, enfin je dis ça aussi comme quelqu'un qui travaille à Montréal et la Shoah, toute chose que vous avez ou que vous savez ou que quelqu'un vous raconte peut amener à d'autres découvertes. Donc un document, une carte postale, un souvenir, un objet, enfin voilà, et dès qu'on le met en ligne par exemple, la technologie aujourd'hui, parce que peut-être vous n'avez pas tout à fait compris, mais lorsque il y a eu l'exposition Mémorial de la Shoah, et que dans la même exposition vous avez pu voir d'une part les textes des 46, donc la brochure qui a été éditée par les Polonais, puis plus loin dans l'exposition, vous avez pu voir les 2 pages du manuscrit lui-même qui était avec le premier Guettaro depuis les années 80. Donc dans la même exposition, vous avez vu les 2 textes. La maison du combattant des ghettos a mis tous les manuscrits en ligne. Ça veut dire que tout le monde pouvait, dans le monde entier, consulter un manuscrit d'Yelena Echeles en ligne. Et en effet, Guillaume Calafora, qu'on a vu dans le film, il regarde donc lui, bon, par d'autres contours de circonstances, il a été intéressé par Borowicz et il arrive donc à Yelena et il cherche beaucoup de choses sur Yelena et il trouve d'une part l'édition polonaise, puis il trouve ses manuscrits et il va lui-même transcrire tous les manuscrits pour la première fois sur son ordinateur. Et c'est là où il comprend aussi qu'il y a une grande différence entre les manuscrits, l'ordre et l'édition polonaise. Et il fait une première, c'est la toute première, je pense qu'il a fait une édition catalane. Puis après, c'est lui qui traduit aussi vers l'espagnol. Il intègre des morceaux de quelques extraits du manuscrit qui n'ont pas été édités, parce que finalement, il comprend que parfois il y a eu de la répétition, parfois ils ont changé l'ordre. Donc il rétablit dans des notes certaines différences, pas toutes. Et l'avantage pour le public français, enfin j'espère, c'est que dans cette édition qui est parue donc, il y a quelques mois, on a fait un travail gigantesque avec Judith, que vous avez vu, qui est une historienne qui travaille sur l'historiographie de la Shoah, sur le témoignage de la première historiographie justement de la Shoah, un travail et de comparaison et d'analyse de ces 2 textes, mais qui sont les mêmes absolument, enfin c'est absolument les mêmes textes, simplement en montrant, pour donner à voir ce qui a été donc l'édition des 46, et on a fait très simplement, on a essayé de faire simple ce qui est complexe, en faisant, quand il y a eu simplement quelques parties qui n'ont pas été intégrées dans 46, vous le trouverez entre crochets. Et par exemple, on a trouvé, il y a 2 pages, les 2 premières pages, comme dans une édition catalane, les 2 pages qu'Yelena a écrites sur son père, qui n'ont pas été intégrées dans l'édition des 46, donc ils sont entre crochets. Parfois, il y a des phrases entre crochets, donc quand il y a eu une répétition, donc on l'a mis pour montrer que ça a été dans les manuscrits. Quand il y a eu bien évidemment aussi la censure en 46, donc ça, les textes commencent, les manuscrits commençaient par les bolcheviks ont commencé à se retirer. En 46, les Polonais n'écrivent pas, écrivent l'armée russe commençait à se retirer de Lvov. Donc là, on a mis une note de bas de page pour montrer qu'on n'a pas. Enfin, l'édition, on a pris la partie des 46, donc le texte suit l'ordre des 46, mais en vous montrant donc, dans une note de bas de page quand il y a eu des changements.
Puis, pour vous montrer l'effet de montage qui a été fait en 1946, comme on avait dit, c'était un peu un flashback, donc elle est allée en arrière dans le souvenir. Quand il s'agit du premier jet que Janina a écrit, donc c'est souligné avec un trait. Donc en fait, toute la deuxième partie qui est aujourd'hui à la fin était le premier jet de Janina. Donc ça montre simplement donc, le montage qui a été fait en gardant bien évidemment le même texte. C'est une édition un peu complète avec le texte. Il y a une édition qui a été donc éditée en hébreu, vous l'avez, donc celle qu'on a vue dans le film, et il y a une édition en finlandais, en finnois. En finlandais. Non, le livre. Finlandais, oui. En finlandais. Finlande. Ah oui. Voilà. Finlandais. C'est ça, c'est la langue. Ils sont finnois, mais ils parlent finlandais. Voilà, donc pour vous montrer aussi donc, comment un texte revit. Et là, je pense que tu voulais aussi nous dire comment était donc, le retour à l'œuvre. Parce que tout a commencé par le fait qu'ils ont justement fait une exposition sur les 70 ans du pogrom. Et ils ont adapté donc, le texte tout d'abord, il est paru en ukrainien et en russe, et il y a eu l'adaptation du théâtre. Je voulais deux choses vous dire. Une, que si vous lisiez ce livre, il faut que vous sachiez que ce sont des descriptions qui étaient caractéristiques pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup de jeunes gens. C'est vraiment la chance que c'était moi que je l'ai écrit, mais vraiment, de ce point de vue, c'est pas moi, c'était les conditions et c'était les gens qui étaient autour de moi qui me dictaient il faut écrire ça, ça et ça. C'est une chose. Maintenant, tout à fait autre chose, c'est sur la fin de la guerre, puisque c'était un problème qui m'est toujours resté. Et je pouvais venir à ce problème quand j'étais déjà une vieille femme, après que j'étais retirée de mon travail en chimie. J'étais très curieuse de ce qui se passait dans la société allemande. Je voulais savoir, pendant beaucoup d'années, si c'était allemand. Je ne voulais pas acheter rien des Allemands. Et j'écris un livre dans lequel je voulais répondre sur une question, comment ça s'est passé qu'en Allemagne, qui à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, était le pays le plus ouvert pour les Juifs assimilés. Vous avez beaucoup de prix Nobel des Juifs allemands qui avaient la possibilité de faire des recherches. Chaim Weizmann, notre Premier ministre, notre premier président, il ne pouvait pas faire son doctorat en Russie. Il l'a fait en Allemagne. Je voulais savoir quel était ce processus que de cette société ouverte est devenu ce qu'il est devenu. Et la seconde question, qu'est-ce qu'on fait pendant la guerre les Allemands? Est-ce qu'il y avait une opposition? Non. Et j'étudiais les groupes qui faisaient opposition. Et c'était la chance de venir de répondre à cette question, comment je pouvais voir la fin de la guerre. Un groupe
des opposants, c'était les étudiants soldats, en même temps, les étudiants de médecine et des soldats à Munich. Puisque c'est un absurde, dans la caserne, il y avait plus de liberté qu'en dehors de la caserne. Gestapo, pendant beaucoup de temps, n'avait pas accès aux casernes, à Wehrmacht. Alors, il pouvait développer l'action d'une résistance. Il était tout emprisonné et tué, ceux qui étaient amis. Pourtant, après qu'il était tué, leurs messages, leurs tracts qu'il écrivait et distribuait sont arrivés à Hambourg aussi. Et les gens à Hambourg, eux, étaient aussi emprisonnés. Mais on n'a pas réussi de les tuer. Et alors, par leurs yeux, je pouvais décrire la fin de la guerre. L'Allemagne était partagée par des régions. À la tête de chaque région, il y avait Gauleiter, des ministres, quelqu'un responsable. Et pourtant que pendant toute la guerre, les directions, ils ont reçu des directions de Berlin. C'était très centraliste. Mais dès que les Anglais, Américains et les Russes sont entrés sur le territoire allemand, ils ont reçu ordre d'être responsables pour leur région. Ça veut dire aucun prisonnier qui peut travailler ne doit pas tomber dans les mains des ennemis. Et c'est le début de marche de la mort, que de toutes les prisons et de tous les camps, les gens sont dirigés vers le nord de l'Allemagne. Ils arrivent à Hambourg. Et là, c'est Gauleiter. Il doit décider qu'est-ce que faire avec cette quantité de gens. Ils ne peuvent pas les tuer. C'est impossible, toute cette quantité. Et c'est déjà la fin du mois d'avril et du début de mai. Les Allemands, ceux qui ont Goebbels, Göring, eux, chacun veut parler avec les Anglais pour, au dernier moment, faire un accord avec eux et de se tourner tout ensemble vers les Russes. Mais ça ne marche pas. Alors, Gauleiter de Hambourg, Karl Kaufmann, il a décidé de mettre tous les prisonniers sur bateau, sur plusieurs bateaux. Il les met sous le pont, dans des conditions terribles. Sur le pont, ce sont les soldats de Wehrmacht qui doivent tirer vers l'avion et les soldats de Gestapo pour garder les soldats de Wehrmacht de ne pas mettre les drapeaux blancs.
c'est moi, mais, toi, 4, mais. On dispute déjà comment se surrendre. Alors, il y a un officier allemand qui, par la radio, annonce que ces bateaux vont vers Suède. Et ce qui se passe, les Anglais bombardent ce navire et milliers de prisonniers sont morts 3 et 4 mai 1945. C'est-à-dire la fin de la guerre. Très triste. Que ces derniers jours, tant de gens ont perdu leur vie. Et parmi eux, ce ne sont pas seulement des juifs. Il y en a des juifs entre eux, mais ce sont des Russes, ce sont des Français, de tous les possibles pays.